Toute l'Afrique du Sud souffre depuis des années d'une grave crise de l'électricité. Le courant est presque quotidiennement coupé par l'entreprise même qui est censée le fournir, le seul producteur d'électricité du pays. Et ce, au sein de la première puissance économique du continent africain, et la plus moderne. Le groupe Eskom appelle cela le load shedding, le délestage de charge. Ce désengorgement contrôlé du réseau a été introduit en 2008. Mais en 2023, la durée et la fréquence de ces coupures annoncées ont battu tous les records, au point que le président a déclaré l'état de catastrophe nationale. Les gens ont dû se débrouiller sans électricité jusqu'à 12 heures par jour, chez eux comme sur leur lieu de travail. Mais cette situation infernale est-elle seulement due à la surcharge du réseau électrique ? Le siège d'Eskom se trouve à Johannesburg. En 2001, elle est élue meilleur fournisseur d'énergie électrique du monde. Puis commence une rapide dégringolade. Les années passent sans que la barre soit redressée. On appelle finalement André de Ruyter à la rescousse. En reprenant les rênes de l'entreprise, il découvre des structures pour le moins suspectes dans ce groupe qui détient le monopole public de l'approvisionnement en électricité. Il m'est apparu de plus en plus clairement qu'Eskom était à la merci d'un certain nombre de syndicats du crime ou de cartels de criminels, appelez-les comme vous voudrez. Et les services de la police sud-africaine ne faisaient pas grand-chose pour combattre cela. J'en ai parlé au chef de la police nationale et à l'agence de sécurité d'État. Et j'ai bien compris que certains membres de ces institutions avaient connaissance des activités criminelles dont je leur parlais. Il était également clair que l'agence de sécurité d'État n'était pas pressée d'enquêter sur ces affaires. Ce refus de mener des enquêtes en règle ne peut signifier qu'une chose. Des membres de l'élite politique sont impliqués dans ces manigances. André de Ruyter le comprend et sait que dès lors, sa vie est menacée. Aujourd'hui, il vit et travaille aux États-Unis, où il a fui à la suite d'un événement dramatique survenu en décembre 2022 dans les bureaux de la direction d'Eskom. Il avait prié sa secrétaire de lui apporter un cappuccino, mais la machine à café était en panne. Elle est revenue et m'a dit « La machine fonctionne. Des gens sont passés qui ont réussi à la réparer. Tenez, un bon cappuccino. » La mousse de lait n'était pas tout à fait comme d'habitude. Mais à part ça, je n'ai rien remarqué d'étrange. Sauf qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, j'ai commencé à me sentir tout chose. Je me suis mis à trembler et j'ai ressenti une forte nausée. Mes gardes m'ont mis dans une voiture et m'ont conduit à la clinique à toute allure. La réactivité de ces gardes du corps est décisive et André de Ruyter a de la chance dans sa malchance. Non seulement il y a un excellent centre de soins tout proche, mais par un heureux hasard, un spécialiste des intoxications se trouve aussi sur place. Il établit immédiatement le bon diagnostic et sauve la vie d'André de Ruyter. J'ai fait réaliser des tests par un expert médico-légal indépendant parce que je n'étais pas satisfait de la façon dont la police avait mené les investigations. Et ces tests ont détecté à la fois un taux de cyanure élevé et de l'insecticide. Une personne qui s'y connaît très bien en la matière m'a dit que c'était typiquement la façon dont les Russes s'y prennent pour empoisonner les gêneurs. Cela ne fait donc plus de doute. Il est dans la ligne de mire de puissants ennemis. Sa première réaction est de s'adresser à une chaîne de télévision indépendante pour faire connaître publiquement ses soupçons. Eskom est-elle une sorte de vache à lait pour l'ANC? Tout porte à le croire. Cette interview fait l'effet d'une bombe. André de Ruyter doit quitter son poste précipitamment. Il se met à l'abri, puis quitte le pays. Une histoire digne d'un roman sur la mafia.
Nous sommes bien loin de l'euphorie dans laquelle baigne le pays 30 ans plus tôt, quand il tient ses premières élections libres. C'est en avril 1994, 3 ans après la fin de l'apartheid. L'ANC, qui est alors un mouvement nationaliste africain de libération nationale, obtient près des 2/3 des voix. Et Nelson Mandela devient le premier président noir du pays. So help me God. Le passage d'une dictature brutale et violente à un gouvernement démocratique se déroule de manière pacifique. À l'époque, on fait aveuglément confiance à l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Bientôt pourtant, il y a en son sein des forces qui veulent tirer profit du pouvoir qu'il vient de conquérir. So help me God. Élu président en 2009, Jacob Zuma voit son mandat comme une occasion de s'enrichir et d'en faire profiter ses proches et ses partisans, collègues du parti ou partenaires d'affaires. Les frères Gupta comptent parmi ses principaux complices. Ensemble, ils se mettent à piller systématiquement les entreprises publiques comme Eskom. L'infrastructure du pays s'effondre. Des mouvements de protestation d'envergure nationale forcent finalement l'ANC à remplacer Zuma à la tête de l'État en 2018. Son successeur, Cyril Ramaphosa, promettait un changement radical. Nous allons éradiquer la corruption au sein du gouvernement. Mais la corruption s'était bien installée pendant les années Zuma. Nombre d'entreprises publiques sont infestées d'employés corrompus. Lorsqu'il prend la direction d'Eskom en 2019 et découvre le poteau rose, André De Ruyter est choqué. Plus je creusais l'affaire, plus je prenais conscience de l'ampleur de la corruption. Elle gangrénait tout l'organigramme de l'entreprise. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'Eskom était en très grande partie tombé entre les mains de criminels qui lui tiraient tout son lait. Le service des achats de l'entreprise était une plaque tournante de la corruption. On y validait des factures avec des prix excessifs, voire exorbitants, qui profitaient à tout un réseau mafieux. Un jour, quelqu'un m'appelle et me dit « Yann, t'es assis ?» Je réponds « Oui, pourquoi? Il est arrivé quelque chose ?» La personne me dit « Non, 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 non. J'ai juste une information sur ma table. Ils ont facturé une simple serpillière, ce truc qui sert à laver le sol. T'es sûr que t'es assis? Mais oui. 248 000 rand. La même serpillière qu'on achète 24 rand 80 au supermarché. Ils avaient ajouté des zéros en espérant que ça passerait inaperçu. À cause de ce type d'arnaque, entre autres choses, Eskom est exsangue. Et ce sont les contribuables qui règlent les dettes, aujourd'hui encore. Des milliards disparaissent lors des livraisons de charbon aux centrales électriques. Nous avons ensuite découvert que le charbon qui quittait la mine n'était pas le même que celui qui arrivait sur les camions dans les centrales électriques. Ça compliquait énormément les choses. Le charbon de mauvaise qualité peut endommager les broyeurs, ce qui a bien sûr un impact négatif sur les mégawatts qu'on est censé générer. Les centrales à charbon d'Eskom sont fortement endommagées. Conséquence, des frais d'entretien terriblement élevés et des recettes en berne. Parfois, ils se contentaient de nous livrer des pierres qu'ils maquillaient en charbon. Ils saupoudraient de la poudre noire dessus pour que ça ressemble à du charbon au moment où on ouvrait la bâche. On se retrouvait à essayer de faire brûler des cailloux dans des centrales thermiques fonctionnant au charbon. Ça ne marchait pas très bien. Nous avons signalé l'affaire à la police, mais ils ont refusé d'enquêter. Il n'est pas rare que le charbon volé, de bonne qualité, arrive sur le marché européen, où il se vend à des prix supérieurs aux tarifs sud-africains. Kyle Cowan, l'un des journalistes d'investigation les plus renommés du pays, connaît bien le problème. Il cherche à remonter la piste du charbon volé et nous permet de l'accompagner. Nous nous rendons dans une zone de stockage de charbon illégal, où des gens ont été soupçonnés d'échanger la marchandise. Les lieux sont visibles depuis la centrale. Eskom peut difficilement prétendre n'être au courant de rien. Regardez cette route.
C'est de la poussière de charbon qui la rend noire. Il se trame visiblement quelque chose dans le coin. Quelques mois plus tôt, du charbon a été déchargé ici, pour partie échangé avec le chargement d'autres camions et pour le reste entreposé quelque temps au grand jour, à portée de vue de la centrale à laquelle il était destiné. C'est bien là. Arrête-toi, on va continuer à pied. Des endroits comme ça, il y en a une trentaine autour des centrales électriques de la province du Mpumalanga. On le sait parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'Eskom essaie de remédier à ce problème. Kyle doit rester prudent quand il pénètre ainsi en terrain privé, sans autorisation, car il est peu probable que l'on y voie ses investigations d'un bon œil. Des cailloux. La preuve est là, devant vous. Si c'est ce qu'ils livrent à la centrale, pas étonnant que ça endommage les broyeurs. Ils sont conçus pour réduire le charbon en une fine poudre avant de l'envoyer dans les chaudières. Ils ne sont pas censés travailler la pierre. Ça abîme aussi les tubes des chaudières. Bref, ça donne de plus en plus de fil à retordre à Eskom. Comment on a pu laisser faire ça, à portée de vue de la centrale? Franchement, ça me dépasse. Si cette zone d'échange illicite est visible de la centrale, alors Kyle l'est aussi. Ces machines-là, on dirait un transporteur vibrant et de petits convoyeurs. Il est facile de charger du charbon sur les camions avec ces équipements. Derrière moi... Oh, bonjour, ça va? Kyle a de la chance. Nous avons été repérés, mais le gardien reste amical. Il lui donne même le numéro de téléphone du propriétaire du terrain. Une aubaine. Mais avant de le contacter, Kyle veut continuer à suivre avec nous la trace du charbon volé. Les centrales ont pour la plupart été construites à proximité des mines de charbon. Nous sommes donc au cœur du bassin houillé de l'Afrique du Sud, où l'on extrait cet or noir depuis plus de 100 ans dans des mines à ciel ouvert. Nous nous trouvons actuellement à environ 2 heures de Johannesburg, côté est. Kyle nous a conduits ici pour nous aider à mieux appréhender le fonctionnement du vol organisé de charbon. Le transport entre les mines et les centrales est un maillon faible exploité par les criminels. C'est pourquoi Kyle relève le nom de tous les transporteurs dont il voit défiler les camions. En Afrique du Sud, on parle de mafia du charbon pour désigner tous ceux qui trempent dans ces magouilles, qu'ils soient transporteurs ou qu'ils vendent des camions ou les entretiennent. Tout ça fait partie d'un seul et même écosystème. Ce que je fais là, pour essayer de comprendre qui sont les sociétés de transport qui déplacent le charbon dans le pays, c'est très important. Parce qu'un jour, je pourrais reconstituer le puzzle et dire « ça, ce sont les gars qui ont gagné le plus d'argent, et eux, ils font tout pour que le trafic continue ». Kyle fait partie de l'équipe d'investigation du site d'actualité News 24, dont le siège est à Johannesburg. C'est là qu'il tâche d'exploiter les résultats de ses enquêtes sur le terrain. Il appelle le propriétaire du parc de stockage du charbon. Allô? Bonjour, vous êtes Robert? Lui-même? Kyle Cowan de News 24, comment allez-vous? Bien et vous? Bien, merci. Je suis passé sur votre terrain près de la centrale de Diouf. L'interlocuteur de Kyle est étonnamment loquace. Il lui explique que la police est venue le voir, qu'il a été cité à comparaître plusieurs fois pour des affaires de trafic de charbon, mais qu'à chaque fois, l'affaire a été classée sans suite. Il n'y a là rien d'inhabituel en Afrique du Sud. Beaucoup d'agissements illégaux sont mis au jour sans que cela ne prête jamais à conséquence. C'est très intéressant. Parce que ça fait presque 12 mois que la police a fait une descente là-bas et il n'y a toujours pas eu d'arrestation. Or, il est bien connu que qui n'a pas à craindre les conséquences de ses actes ne recule devant rien. Dans le cas d'Eskom, on découvre régulièrement de nouvelles formes de corruption et d'escroquerie. Un jour, un directeur de centrale s'est avisé du stratagème auquel avaient recours des livreurs de carburant. À sa plus grande surprise,
Il a remarqué que le camion ne déchargeait pas sa marchandise. Il faisait une boucle et repassait au contrôle de sécurité. Chaque fois qu'on passe la sécurité, on peut présenter sa facture. Donc, si on fait ça 2, 3, voire 4 fois par nuit, on est payé autant de fois pour un volume de carburant qu'on n'a jamais livré. Quand le conducteur a remarqué que le directeur du site le poursuivait avec sa voiture, il a mis les gaz pour le semer. On se serait cru dans un mauvais film. Le directeur de la centrale lançait à la poursuite d'un camion pour essayer de savoir où il allait. Au bout d'un moment, il a réussi à se ranger au niveau de la cabine du chauffeur. Il lui a posé la question et le type a avoué qu'il emportait le fioul ailleurs. Il avait encaissé 4 fois le montant de la facture sans rien livrer. André de Ruyter estime que ces escroqueries mises bout à bout ont fait perdre au moins 50 millions d'euros à Eskom par mois. Et ceux qui ne jouent pas le jeu mettent leur vie en danger. La situation a tellement empiré à Tutuka que ce pauvre directeur ne pouvait plus se déplacer sur le site de son entreprise sans gilet pare-balles et flanqué de 2 gardes du corps, parce qu'il avait légitimement peur pour sa vie. Sa famille était menacée, sa femme, ses enfants. L'émergence de réseaux de corruption au sein d'Eskom ou d'autres entreprises publiques a été favorisée par des lois visant à rectifier les inégalités créées par la politique sous l'apartheid. Ces lois, qui partaient des meilleures intentions, ont hélas fait l'objet des plus grands abus. En vertu de la politique menée post-apartheid pour redonner du pouvoir économique aux Noirs, les organismes publics doivent accorder la préférence aux sociétés appartenant à des Noirs lorsqu'ils passent des marchés. Ils ne peuvent acheter ni à une société qui appartient à un blanc, ni à une entreprise européenne, au nom de la transformation du système économique. Sauf que si on est malin, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une société écran avec un prête-nom. Un homme ou une femme de paille, dont le nom n'apparaît dans la chaîne d'approvisionnement que pour donner au contrat l'apparence de la légalité. Une telle fonction permet de réaliser des profits mirifiques sans faire grand-chose. Les seules conditions requises sont d'être noir et d'avoir des relations, autant que possible dans la sphère politique. La personne qu'on soupçonnait d'être impliquée dans tout ça était une femme âgée de notre équipe des achats. Un soir, dans un pub, on l'a entendu dire « Si cette livraison de fuel se passe comme prévu, je pourrai enfin prendre ma retraite. » La valeur totale de la transaction frauduleuse était de l'ordre de 20 millions d'euros. La société derrière tout ça était un donateur régulier auprès de l'ANC, ce qui bien sûr ne nuisait pas à sa cause. André de Ruyter dénonce l'acheteuse et annule les contrats avec la dite société à qui elle servait de prête-nom. La réaction ne s'est pas fait attendre. J'ai été accusé d'être raciste, moi. Si bien que je me suis retrouvé à devoir me défendre. Au bout du compte, j'ai été innocenté. L'avocat a même fait valoir que si je n'avais pas agi comme je l'ai fait, j'aurais manqué à mes devoirs.